Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé le froid pour venir jusqu'à chez nous ce soir et pour accueillir Clément Steuer qui est avec nous ce soir. Clément, il est docteur en sciences politiques. Il est ancien directeur du pôle gouvernance et politique publique du CEDEJ au Caire. Il a été chercheur à l'Institut oriental de l'Académie tchèque des sciences de 2013 à 2018 et il travaille actuellement au CNRS dans le laboratoire LADIS au sein du projet Tariqa, qui est un projet financé par l'Union européenne et qui étudie les changements politiques et socio-institutionnels en Afrique du Nord. Il a publié sur les partis et le système partisan en Égypte notamment, ainsi que sur les mouvements sociaux et les réformes de la gouvernance dans ce pays. À titre personnel, j'ai connu Clément en 2017, lorsque j'ai chapeauté un numéro spécial de la revue Maghreb Mashrek, et où Clément a participé à un article sur la gouvernance de la diversité en Égypte. Eh bien, ce soir, il ne va pas parler de cet article-là, puisqu'il vient nous parler d'un autre article qu'il a publié en 2019, ensemble avec ses collègues Dilek Yankaya, qui s'excuse de ne pas être parmi nous ce soir, et Hassan Souaoui, un chercheur marocain. Et donc, le sujet de cet article était nommer l'islam politique. Alors, ça parle en fait d'une approche onomastique, c'est-à-dire c'est une approche qui étudie le nom propre ou les noms propres des partis politiques à la fois en Égypte, au Maroc, en Tunisie et en Turquie, et en Algérie aussi. Voilà. C'est une approche assez pointue puisqu'elle propose une réflexion en profondeur sur la sémiotique et la symbolique des noms des partis islamistes, tout en montrant comment ces choix des noms sont motivés par un profond pragmatisme de la part des leaders politiques qui repose notamment sur une manière habile de séparer en fait le religieux du non religieux. En effet, dans les pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le référent islamique dans le champ politique apparaît ne plus être suffisamment clivant parce que la majorité des partis politiques revendiquent en effet un rapport à la religion. Or, le cadre de la compétition politique contraint les mouvements islamistes à adopter des stratégies de différenciation et de démarquage qui se reflètent également dans le choix du référentiel mobilisé. Et c'est de cela que Clément va parler ce soir. Alors, merci Isabelle, merci aux organisateurs, merci au CAREP et merci à tous donc d'être venus. Alors effectivement, comme Isabelle l'a dit, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les résultats d'un travail collectif qui a été mené dans le cadre du projet Tariqa, qui est un projet financé par l'Union européenne, European Research Consortium. Donc c'est une ERC. Donc, Tariqa travaille sur les changements politiques et socio-institutionnels en Afrique du Nord, sur la confrontation des modèles, la diversité des trajectoires. Donc il s'agit pour nous en fait, d'étudier les changements sociaux et institutionnels survenus depuis 2011 dans les pays d'Afrique du Nord, en incluant l'Égypte. Donc, une partie de ce travail porte sur les élections, les institutions, les partis politiques, notamment un groupe de travail sur les organisations islamistes a été créé au sein de cette ERC. Et lorsque la revue Mots, les langages du politique donc de l'ENS de Lyon a lancé un appel à contribution sur les noms de partis, on a pensé qu'on pourrait contribuer, puisque les noms de partis islamistes, comme on va le voir au cours de cette intervention, illustrent parfaitement la problématique générale de Tariqa, puisqu'ils sont puisés dans un répertoire commun, transnational, et adaptés aux situations nationales, aux situations locales. Donc pour les besoins de cet article, au pays d'Afrique du Nord, nous avons rajouté la Turquie. Pourquoi ? Parce que la Turquie a joué un rôle de modèle auprès des partis islamistes d'inspiration frériste depuis 2002, depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP en Turquie, et plus encore donc, durant la période 2011-2013, où il a paru possible d'exporter le modèle turc dans plusieurs des pays de la région. Cet article, donc, comme tu l'as dit, a été écrit à 6 mains.
Je l'ai donc avec mes collègues Dilek Yankaya et Hassan Zouaoui, donc qui travaillent respectivement sur la Turquie et sur le Maroc. Alors, nous avons également été aidés par des collègues qui travaillent sur l'Algérie, hein, Myriam Aït Aoudia, qui à ce moment était au centre Émile Durkheim à Bordeaux, Belkacem Benzedine du CRASC, le centre de recherche anthropologie sociale et culturelle d'Oran, en Algérie, donc qui font eux aussi partie du projet Tarika. Donc ils ont été consultés pour les parties concernant l'Algérie et ont eu la gentillesse de nous relire. Donc il s'agit des résultats d'une réflexion collective. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous lire l'article lui-même. Je ne vais pas non plus le résumer, je vais reprendre notre thèse, la thèse principale, je vais l'illustrer à partir du matériel empirique qu'on avait collecté pour faire cet article. Je vais aussi sans doute évoquer quelques points qu'on n'avait pas eu le temps d'étudier dans l'article, ou des hypothèses, des pistes de recherche qu'on avait eues, qu'on n'a pas évoquées dans l'article, faute d'éléments suffisants. Donc ça permettra, je pense, d'ouvrir un peu plus la discussion et le débat. Donc, comme vous le voyez là sur ce tableau, nous sommes partis d'un corpus. Donc, ce corpus, vous l'avez sous les yeux. Il est constitué des noms de partis islamistes. Donc, on l'a écrit ici à vocation parlementaire. Alors, j'admets que le terme de vocation parlementaire n'est pas forcément très précis. On a mis des partis qui étaient représentés au Parlement. Donc, par exemple, dans le cas de la Turquie, le parti de la félicité n'est plus au Parlement. Pour l'Égypte, on est resté sur la période 2011-2013, hein, puisque le Parlement actuel, élu en 2015, ne comporte quasiment pas de parti islamiste, donc à l'exception du parti Nour. Alors, c'est vrai qu'il y a une part d'arbitraire dans ce choix, mais en fait, tout choix aurait été arbitraire. Je veux dire, on aurait choisi une date précise T et comparé tous les partis islamistes présents dans le Parlement à cette date-là. Ça aurait été tout aussi arbitraire et aurait réduit d'autant le corpus. Donc on a essayé, au contraire, de mettre tous les partis, en tout cas la plupart des partis islamistes qui ont été présents au Parlement au cours des dernières décennies dans les pays concernés. Enfin, vous voyez par exemple aussi pour le cas de la Tunisie, donc oui, cet article est sorti en juillet, hein, donc pour le cas de la Tunisie, il n'y a que Narda qui est représenté, c'était avant les dernières élections en octobre qui ont vu aussi rentrer la coalition Karama au sein du Parlement. Donc pour interpréter ce tableau, nous nous sommes appuyés aussi sur des entretiens avec des dirigeants de partis islamistes dans plusieurs des pays étudiés, sur des déclarations publiques qu'ils ont faites notamment dans la presse, le cas échéant aussi sur les programmes des partis politiques, et enfin, bien sûr, sur des sources secondaires, hein, puisque la plupart des partis islamistes ont déjà été beaucoup étudiés. Donc notre hypothèse principale, hein, que je vais illustrer aujourd'hui, c'est que ce corpus se trouve donc à la croisée de deux préoccupations. Premièrement, énoncer un projet politique adossé à la pensée islamiste, perçu comme universel et intemporel, et en même temps chercher à créer une mobilisation partisane viable dans des contextes politico-juridiques qui sont ceux des États-nations. Donc ces deux préoccupations renvoient à deux ordres du politique, un domaine transnational qui est celui de l'islam politique, et en même temps la trajectoire nationale des États. Ainsi, je vais prendre un exemple et ça va tout de suite vous paraître plus clair, je pense. L'interdiction de former un parti sur une base religieuse est commune aux législations des 5 pays étudiés. Ce qui explique la quasi-absence de référence à Dieu, à l'islam ou à la religion dans ce corpus. Alors il y a deux exceptions que vous pouvez voir si vous regardez attentivement le tableau. Le Parti islamique du travail en Égypte et le mouvement de la Renaissance islamique en Algérie. Alors, cette exception s'explique facilement dans le cas du Parti islamique du travail. En réalité, ce parti n'est pas légal ou n'est plus légal en Égypte. Il avait été créé en tant que parti du travail ou parti socialiste du travail. Il a été interdit en 2000. Et, parce qu'à l'époque, c'était déjà beaucoup rapproché des frères musulmans. Et il a changé de nom et est devenu Parti islamique du travail dans la clandestinité. Donc c'est un parti qui n'est pas reconnu légalement. Qui a obtenu un député dans le Parlement de 2011 sur une liste conduite par les frères musulmans, en fait. Alors, dans le cas du mouvement de la Renaissance islamique en Algérie, alors on n'a pas trouvé d'éléments précis, hein, mais une hypothèse. Déjà, ce parti avait été créé en 92, donc avant la loi de 97 qui interdit d'utiliser des ressources religieuses en politique.
Et si on regarde le parti aujourd'hui, son logo apparaît seulement Harakat al-Nahda, donc seulement mouvement de la Renaissance. Donc mouvement de la Renaissance islamique n'est probablement pas son nom officiel, ou n'est plus son nom officiel. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'éléments, on n'a pas trouvé les statuts du parti qui ne sont pas disponibles en ligne. Donc ça mériterait une enquête peut-être en Algérie pour essayer de retrouver exactement à quel moment, enfin s'il a changé de nom ou si le terme d'islamique a toujours été officieux. Mais donc ces deux seules exceptions du corpus. À part ça, vous ne verrez jamais donc des termes directement religieux. Alors par exemple, un autre exemple, c'est le Hamas en Algérie qui a changé de nom justement en 1997 pour se conformer à cette nouvelle loi dont je vous parlais. Donc le Hamas voulait dire au départ Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, donc le mouvement de la résistance islamique, et il a changé de nom pour s'appeler Harakat al-Mujtama al-Salam, donc le mouvement de la société pour la paix, donc on trouve les mêmes initiales, mais ce changement de nom lui permet de se conformer donc à la fois à l'article 5 de la loi sur les partis qui interdit de créer un parti sur une base religieuse, linguistique, raciale, sexuelle, corporatiste ou régionaliste, et également à l'article 3, puisque l'article 3 interdit, je cite, l'utilisation de composantes fondamentales de l'identité nationale, dans sa triple dimension islam, arabité et amazirité, à des fins de propagande partisane. L'article 3 de la loi des partis algérienne fait également du rejet de la violence et de sa dénonciation l'un des principes et objectifs des partis politiques. Donc en s'appelant le mouvement pour la paix, ce mouvement montre ostensiblement qu'il se conforme à la loi de 1997. Donc ces exemples montrent comment le cadre légal national pose des limites sémantiques à la nomination des partis politiques. Et le changement de nom du Hamas illustre parfaitement la double volonté nationale et transnationale des partis islamistes, puisque ce changement de nom, comme je vous le disais, n'a pas entraîné de changement de sigle. Donc le sigle du parti correspond toujours, sur ce point, à son homologue palestinien, donc la branche palestinienne des Frères musulmans, qui s'appelle également le Hamas, donc le mouvement de la résistance islamique. Alors, pour revenir donc à la construction des noms, vous voyez aussi que la plupart des partis présents sur ce tableau commencent par un nom collectif, qui est le mot parti, hizb en arabe, sauf dans le cas de l'Algérie. Alors là aussi, on n'a pas réussi à trouver vraiment pourquoi, on a été réduit un peu à des hypothèses, parce qu'il n'y a pas, en tout cas formellement, on n'a pas trouvé de texte dans les lois en Égypte, en Turquie, qui ferait l'obligation aux partis politiques de s'appeler parti. Mais apparemment, il y aurait une différence d'usage qui remonterait alors probablement tout simplement à l'histoire de la décolonisation, puisque l'Algérie est le seul des pays dans ces exemples dans lequel ce n'est pas un parti qui a lutté pour l'indépendance. En fait, le mot parti a été utilisé seulement pendant une petite période par le mouvement messaliste, le Parti du peuple algérien, pendant 9 ans, entre 1937 et 1946. Mais les autres organisations indépendantistes algériennes se sont appelées l'Étoile nord-africaine, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, le Front de libération nationale, l'Union démocratique du manifeste algérien. Donc on n'a pas trouvé de parti ici, donc à contraster avec la situation en Égypte où c'est le parti du Waft qui a mené la lutte pour l'indépendance pendant la période libérale, le Parti républicain du peuple en Turquie qui a été créé en 1923, l'Istiklal au Maroc qui a été créé en 1934 et qui devient le parti de l'Istiklal dès 1943, et ensuite enfin le Destour, le Parti Destour et le Parti Néo-Destour en Tunisie, fondés respectivement en 1920 et 1934. Donc on voit que le mot parti est moins présent donc, dans l'histoire nationale algérienne. Et cette différence de nomination se trouve pas seulement dans les partis islamistes, mais également dans le reste du spectre politique. Donc en Égypte, tous les partis présents au Parlement s'appellent Hizb quelque chose, alors qu'en Algérie, il y en a très peu en fait. Là, comme ça de mémoire, je pense qu'il n'y a que le Parti socialiste du travail qui s'appelle vraiment parti au sein du Parlement algérien. Les autres s'appellent tous soit Rassemblement, soit Front, soit Mouvement.
Notons aussi que dans le cas tunisien, le nom complet de Ennahda, c'est Hizb Harakat Ennahda, donc le parti du mouvement de la réforme. Donc, dans ce tableau, c'est la seule occurrence de ce type de double désignation organisationnelle. Et dans ce cas, il montre l'existence d'un compromis en fait, hein, au sein d'Ennahda entre la tendance dite hizbiste, partisane, qui recherche la conquête du pouvoir politique à travers les élections, et la tendance dite harakiste, mouvementiste, qui prône une réforme de la société par le bas. Avant son changement de nom en 88, Ennahda s'appelait le mouvement de la tendance islamique, donc il ne s'appelait pas parti, il s'appelait mouvement. Donc à ce propos, la volonté d'intégrer des partis, la volonté d'intégration des partis politiques islamistes au jeu politique national apparaît encore plus nettement si l'on compare ces noms de partis avec les noms des organisations dont ils sont issus. Donc, comme je vous l'ai dit, en Tunisie, c'était le mouvement de la tendance islamique. En Égypte, c'était la Société des frères musulmans, Gamarat al-Ikhwan al-Muslimin. En Algérie, il y a eu l'association des oulémas musulmans algériens, qui avait été créée en 1931 et qui se réclamait des mêmes sources intellectuelles que les frères musulmans. Au Maroc, la jeunesse islamique, Shabiba al-Islamiyya, fondée en 1969, les Jamarat Islamiyya en Tunisie dans les années 70, les Jamarat Islamiyya en Égypte dans les années 70 aussi, donc le groupe ou la société islamique. En Égypte, toujours, la principale organisation salafiste s'appelle la Prédication salafiste, qui a été créée elle aussi dans les années 70. Donc on le voit, aucun de ces noms ne comportait le mot parti, et tous faisaient explicitement, enfin ils font encore, hein, la plupart de ces mouvements existent encore, référence à l'islam directement. Donc il n'y a qu'en Tunisie que le Miligorus, je ne suis pas certain de la prononciation, la vision nationale, utilise un moyen détourné de référence à l'islam. En effet, Miligorus, donc c'est la vision nationale, Mili ici veut dire national, mais dans le vocabulaire républicain turc, hein, depuis la réforme linguistique des années 1930, pour le terme nation, on utilise davantage le mot ulus, qui est d'origine mongole, plutôt que le mot mili. Le terme mili, dans le vocabulaire politique turc, renvoie en fait aux communautés religieuses de l'Empire ottoman, les milés en français, qui disposaient d'une certaine autonomie normative. Donc c'est un mot qui a un peu une certaine ambiguïté, donc voulant dire à la fois nation et communauté religieuse. C'est un peu l'équivalent de la Ummah en arabe. Alors à l'inverse, les partis politiques islamistes, qu'ils aient été créés ex nihilo ou à partir d'une de ces organisations que je viens de citer, hein, en tant que branche politique ou par changement de nom, ces partis ne font pas explicitement référence à l'islam. Donc, pour revenir à leur nom, on voit donc le nom collectif parti, ou bien mouvement et front dans le cas algérien, auquel on a adjoint un ou deux compléments de nom qui sont issus de 4 répertoires différents qu'on a identifiés. Donc le répertoire économique, avec les mots développement, construction, réforme, travail. Un répertoire lié à la religion, mais de manière implicite, avec les termes renaissance, authenticité et lumière. Donc je reviendrai sur la signification religieuse de ces termes. Un répertoire lié à la morale universelle, avec les termes justice, liberté, paix. Et enfin, un répertoire qui renvoie à une position politico-spatiale, donc soit le mot centre, hein, qui désigne une position dans le champ politique, ou simplement le nom des pays, donc, qui désigne une position géographique. Donc on voit que ce nom collectif parti, l'absence de référence religieuse explicite et, dans certains cas, le qualificatif national témoignent de la volonté de s'inscrire dans les différents systèmes politiques existants en se conformant aux règles du jeu politique, donc qui interdisent de se référer à la religion. D'ailleurs, il y a des partis qui sont pas dans notre corpus, hein, puisqu'ils n'ont jamais été au Parlement, mais en Égypte, 2 partis islamistes issus de frères musulmans dissidents s'appellent le Parti du courant égyptien et le Parti de l'Égypte puissante. Donc là, il y a seulement une référence nationale dans le nom du parti et aucune référence religieuse, même implicite. Certains mouvements islamistes sont d'ailleurs passés par des phases transitoires avant de parvenir à son nom de parti. Ainsi, la jeunesse islamique marocaine, les Shabiba al-Islamiyya, a été d'abord légalisée en 1988 sous le nom de Mouvement de la réforme et du renouveau, Harakat al-Islah wa al-Tajdid. Donc là, on a quelque chose qui n'était pas encore un parti, ça s'appelait Haraka, mais avec les termes réforme et développement qui sont
qui appartiennent donc à ce répertoire économique. Donc 10 ans plus tard, ce mouvement de la réforme et du développement, et du renouveau, pardon, est devenu le Parti de la justice et du développement, donc en 1998. Donc, comme vous le savez, un autre parti de la justice et du développement en Turquie a été créé par Erdogan, donc l'AKP. Et là aussi, il y a eu des étapes transitoires. Donc, le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, le Millî Görüş, avait été créé par Erbakan en 1969. C'est une organisation religieuse à vocation transnationale qui est présente dans plusieurs pays, une trentaine de pays. Et l'année suivante, le même Erbakan a créé un parti politique adossé à cette organisation religieuse qui s'appelait le Milli Nizam Partisi, donc le parti de l'ordre national. En 1970, ce parti avait publié une charte dans laquelle développait tout un vocabulaire islamiste avec des mots souvent d'origine arabe qu'on retrouve dans cette charte et qu'on a ensuite puisé dans cette charte pour les changements de nom de ce parti au fil du temps. Donc, il s'appelait ensuite le Parti du Salut National, donc Milli Selamet Partisi, le Parti de la Providence, Refa Partisi, le Parti de la Vertu, Fazilet Partisi, et enfin Saadet Partisi, le Parti de la Félicité, qui a été fondé en 2001. Et donc, comme vous le savez, la même année, la jeune garde du parti menée par Erdogan a fait sécession pour créer l'AKP, donc le Parti de la Justice et Développement, qui portait exactement le même nom que son homologue marocain. On trouve aussi, toujours dans notre corpus, un Front de la Justice et du Développement en Algérie. Et donc ces trois partis combinent les deux mêmes mots issus du répertoire moral, justice, et de celui économique du développement. On trouve également dans notre tableau des noms combinant répertoire économique et politico-spatial, donc comme le Parti égyptien de la Réforme, le Mouvement de la Réforme nationale en Algérie. Et enfin, une autre combinaison possible, c'est d'utiliser seulement le répertoire moral ou seulement le répertoire religieux. Donc on a le Mouvement de la Société pour la paix en Algérie qui utilise seulement un vocabulaire moral, et Ennahda en Tunisie, en Algérie, le Parti Assala et le Parti Nour en Égypte, donc Assala veut dire authenticité, Nour, lumière, qui utilisent uniquement un vocabulaire religieux. Donc en fait, ces quatre répertoires, c'est ce qu'on défend dans l'article, font partie d'un même imaginaire réformiste qui plonge ses racines dans l'époque des Tanzimat, des réformes de l'Empire ottoman au XIXe siècle. Et donc cet imaginaire réformiste dépasse largement le camp islamiste. Il existe par exemple en Égypte un parti de la réforme et du développement, Hizb al-Islah wa Tanmeya, donc qui puise exactement dans le même répertoire économique, que par exemple le parti de la construction et du développement, qui existe aussi en Égypte et qui est issu des Gamaat Islamia, donc qui est islamiste. Mais le parti de la réforme du développement n'est pas du tout un parti islamiste, il s'agit d'un parti libéral réformateur qui avait été créé un an ou deux avant la chute de Moubarak par l'un des neveux du président Sadat. Donc on voit que ces références sont largement partagées dans le champ politique. Béatrice Sibou avait montré en 2005 qu'il existe une matrice ottomane des différentes formes de réformisme, qu'ils soient colonial, républicain, national, et que ces références remontent donc au XIXe siècle et à l'histoire de l'Empire ottoman. Seulement, dans le cas islamiste, cette référence réformiste se double d'une deuxième référence qui est celle au mouvement intellectuel du XIXe siècle qu'on appelle la Renaissance, Nahda justement. Et il s'agissait, bon, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de ce mouvement, mais il s'agissait à l'époque de se distancer de l'imitation de l'Occident et de réformer la religion musulmane en essayant de la rendre, de l'adapter à la modernité technique, tout en gardant une authenticité culturelle. Donc au XXe siècle, les penseurs islamistes qui se réclamaient de la Nahda ont commencé à énoncer une volonté de réformer la société pour faire émerger une culture authentiquement islamiste. Donc on voit cette idée d'authenticité qui vient de cette période de la Nahda. Et on voit donc comment ces mots, Nahda et El Assala, l'authenticité qu'on trouve dans notre corpus, constituent en fait une référence directe à ce mouvement de réforme religieuse du XIXe siècle. Donc, ce terme de Nahda, on le trouve dans les partis tunisiens, algériens. On le trouve aussi en Égypte. En 2012, le candidat à la présidentielle des Frères musulmans, Mohamed Morsi, avait baptisé son programme électoral le programme de la Renaissance, Barnamij en-Nahda. Et alors, si on regarde les programmes de certains de ces partis, comme le Parti de la Liberté et de la Justice, donc qui est qui était le Parti des Frères musulmans égyptiens,
ou le programme du parti Ennahda en Tunisie, on va voir que des liens sont faits explicitement dans le programme entre les valeurs de l'islam et la situation nationale, la situation de l'État-nation, en utilisant comme lien donc, ce répertoire moral et le répertoire de développement. Donc on trouve des choses assez similaires dans ces programmes. Alors, Ennahda parle de valeurs islamiques, là où le Parti de la liberté et de la justice parle plus explicitement des objectifs de la charia, qui vont, qui à travers la liberté, les notions de liberté, de justice et de développement, permettent d'adapter finalement ces valeurs islamiques au cadre de l'État-nation, donc auquel on fait référence dans le programme d'Ennahda comme expérience tunisienne et dans le programme du PLJ comme l'histoire égyptienne. Alors, cette démarche d'inscription locale qui caractérise également les propos du leader du Front de la justice du développement d'Algérie. Donc, il avait été interrogé par Algériens qui lui demandaient comment ce nom avait été choisi. Donc, est-ce que c'était une référence à l'AKP ou au PJD marocain? Donc, il a nié toute référence extérieure en disant que c'était, après une étude objective, que les fondateurs du parti avaient estimé que la justice et le développement étaient les plus grands défis de l'Algérie. Donc là aussi, on voit une volonté de s'inscrire dans un cadre strictement national. Un des fondateurs du PJD marocain, justement, nous avait déclaré que ce nom a été choisi car ces deux valeurs islamiques fondamentales font partie des principes constitutionnalisés. Donc là aussi, le lien entre les valeurs islamiques et les principes de la constitution marocaine. En continuant, nous voulons remédier aux faiblesses en matière de justice et de développement à partir d'une référence islamique. Donc on voit que ce lien, il est fait dans tous les cas entre donc, cette idéologie islamiste transnationale et les cadres nationaux à travers donc, ces notions morales ou économiques que sont la justice, le développement et la liberté. Donc, et ça sera mon dernier point, si ces noms de partis témoignent d'une volonté de respecter le cadre légal formel, et donc le cadre national, la référence islamique y apparaît néanmoins de manière détournée, parfois même quasiment subliminale. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Le terme de justice, qui apparaît plusieurs fois dans les noms de partis arabes de notre corpus, apparaît toujours sous la forme al-adala, jamais al-adl. Alors, Hawass Seniger avait montré qu'en fait, c'était parce que al-adala apparaît dans le Coran et que ça peut faire référence non seulement à la justice des hommes, mais aussi à la justice divine, contrairement au terme adl, qui désigne seulement l'institution judiciaire. Ah oui, tu l'as là. Justement, je vais en parler du logo dans quelques instants. Un autre terme qui avait été employé de manière ambiguë, c'est le terme de Wassat, donc le parti Wassat en Égypte, le terme Wassat en arabe désigne le centre, mais c'est aussi le terme de médiation. Et en fait, il apparaît là aussi dans le Coran, dans la sourate de la vache, dans laquelle Dieu désigne la communauté des croyants comme une nation Wassat, qui se situe entre le prophète et l'humanité, donc qui sert de médiation entre le message coranique et l'ensemble de l'humanité. Donc c'est la communauté musulmane qui est Wassat. Un autre exemple, donc nous l'avons vu, le Hamas algérien a conservé son sigle malgré son changement de nom. L'AKP turc aussi, alors là il y a un jeu de mots en fait qui est, alors à en croire un ancien ministre de la Culture du Parti de la Providence qui avait déclaré au journal turc Milliyet que c'était le jeu de mots qui était à l'origine du choix du nom du parti. En fait, AK veut dire blanc. Donc souvent les partisans de l'AKP parlent de AK Parti, le parti blanc, couleur qui renvoie à l'idéal de pureté en fait. Donc l'idée dès le départ c'était à travers ce jeu de mots, de faire référence à la couleur aussi des vêtements des pèlerins, à la notion de pureté et à la notion de religion. Et enfin, donc, si nous avons vu que les mots renaissance et authenticité étaient religieusement connotés du fait de la référence au mouvement de réforme religieuse du XIXe siècle, je vous avais dit que le mot lumière aussi est connoté religieusement, donc il renvoie à un verset du Coran, Ayat an-Nur, donc le verset de la lumière. Et la notion de lumière fait référence en islam à la connaissance, à la foi. Selon Jacques Berck, la lumière serait même assimilée à Dieu lui-même.
Donc il n'est pas étonnant de retrouver cette lumière justement sous différentes formes dans les logos de plusieurs partis. Donc le Parti de la Liberté et de la Justice en Égypte, son logo c'était le soleil. Donc la lampe à huile, la mesbah, et le logo du Parti de la Justice et du Développement au Maroc. Et alors ce symbole peut parfois être associé à l'objectif du développement, donc à ce répertoire économique dont je vous parlais tout à l'heure, comme l'ampoule, qui est le symbole de l'AKP, qui avait aussi été utilisé comme symbole électoral par le Wassat en Égypte. Donc l'ampoule, c'est l'idée de la lumière divine, mais modernisée, puisqu'il s'agit d'une ampoule électrique, ce qui fait penser à Olivier Roy, qui avait, en paraphrasant Lénine, défini l'islamisme comme la charia plus l'électricité. Enfin, et bon, je terminerai là-dessus, le Parti Nour avait choisi, lui, comme emblème électoral, le fanous. Donc le fanous, c'est une lanterne traditionnelle qui est utilisée pendant Ramadan et qui est de fabrication égyptienne, donc depuis le Moyen-Âge. Et là, on voit que donc, ce symbole servait à associer à la fois la lumière, donc le symbole religieux, et la nation égyptienne. Donc on voit qu'en fait, cette articulation entre un répertoire international islamiste et des trajectoires nationales qu'on a identifiées dans les noms de partis, on la retrouve aussi déclinée sous forme de symboles picturaux. Voilà, merci. J'ai quelques questions avant d'ouvrir à la salle. Tout d'abord, j'ai oublié de te poser ça lors de l'introduction, mais peut-être expliquer comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet qui, quand même, est assez peu étudié dans le monde arabe. On trouve des articles qui s'intéressent, notamment Paul Bako, qui a beaucoup écrit là-dessus sous le nom des partis français. Mais en fait, on trouve très peu d'analyses sur ce sujet dans le monde arabe. Et puis, une deuxième question, finalement, tu as déjà en partie répondu à cela, mais tu parlais des différentes adjonctions, en fait, d'adresser à la fois des aspects religieux, les liés à l'économie, ou les aspects religieux, les liés avec des aspects plutôt de justice. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait, sur la manière dont s'énonce le politique dans le monde arabe aujourd'hui ? Alors, bon, pour la première question, comme je l'avais dit, effectivement, on avait vu cet appel à communication qui émanait de la revue Mo, qui est, oui, justement, enfin, je ne sais pas si Paul Bako est encore, il est toujours éditeur. Donc, oui, effectivement, on s'est inspiré d'ailleurs des travaux de Paul Bako. Donc, c'est vrai que sur les noms de partis dans le monde arabe, il y a très peu de travaux jusqu'à nos jours. Mais ça nous a paru, encore une fois, ça nous a paru intéressant par rapport à la problématique générale du projet Tariqa, qui est de voir aussi comment ces noms de partis peuvent s'inscrire finalement dans différents cadres nationaux. Donc c'est cette dialectique finalement du transnational et du national qui nous intéressait. On s'en est rendu compte évidemment très rapidement, ne serait-ce que par ce nom du PJD, qui est tout de même un parti important à la fois au Maroc et en Turquie. Donc on avait voulu creuser un peu ça, essayer d'être un peu plus exhaustif aussi dans l'analyse, donc c'est pour ça qu'on a construit ce corpus aussi. Alors ta deuxième question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour reformuler, en fait, dans votre article, vous le posez assez bien en disant que souvent les chercheurs ont tendance à réfléchir à la question qu'est-ce qui l'emporte dans le jeu politique? Est-ce que c'est la variable religieuse ou est-ce que c'est la variable politique? Et vous prenez la question, on va dire, un peu à l'envers. Vous ne regardez pas ce jeu-là, cette dialectique-là, mais vous posez la question qu'est-ce qu'en fait l'entrée de l'islamisme, cette empreinte que laisse l'islamisme, comment elle se traduit dans l'énonciation du politique? Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Oui, mais bon, oui, effectivement, c'est un débat très large dès qu'on parle des organisations islamistes et même des partis religieux de manière générale, pas seulement en islam. Il y a effectivement toujours un passage finalement du monde du champ du religieux au champ du politique qui obéit à des règles différentes, avec toujours dans les premiers temps, en tout cas, un conflit entre la vision religieuse du monde qui est totale
et la vision politique du monde politique en démocratie, qui est justement d'accepter des points de vue différents. Donc d'où aussi toujours une conflictualité qui entoure cette entrée des partis religieux dans le champ politique. Ils apparaissent, pas toujours à tort d'ailleurs, souvent comme des partis qui ont une vision totalisante, voire totalitaire du politique. Donc ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est effectivement comment ils s'adaptaient au champ politique, donc dans le registre de l'énonciation. Donc ça se décline évidemment sur des tas d'autres domaines, dans les programmes des partis, dans la pratique quotidienne des partis, dans la volonté qui apparaît toujours à un moment ou à un autre de séparer de manière organisationnelle les activités politiques des activités religieuses et du jeu des recompositions que ça entraîne. Donc c'est une entrée qui est extrêmement vaste finalement sur les partis religieux. Donc oui, effectivement, ici, on a choisi de se concentrer seulement sur la question des noms, en pensant qu'elle illustre assez bien la dynamique générale d'entrée en politique des organisations religieuses. Ouais. Effectivement, il y a des partis islamistes alors, qui non seulement sont représentés au Parlement, mais qui ont participé au gouvernement à plusieurs reprises depuis la fin des années 90. En fait, ça relève aussi de la stratégie qui avait été employée à l'époque par le régime algérien, qui avait donc éradiqué le FIS, le Front islamique du salut, qui était d'inspiration salafiste, tout en cherchant au contraire à coopter les partis issus des idées des frères musulmans. En fait, l'idée, c'était d'opposer les deux branches principales de l'islam politique, en faisant la guerre aux salafistes, en intégrant les frères musulmans, en tout cas, se réclamant de l'idéologie des frères musulmans, au sein du système politique. Et en fait, bon, il est plus... En fait, oui, tous les partis que vous voyez là sont quasiment tous issus de scissions successives, en fait. C'est les mêmes leaders qui, à chaque fois, quittent le parti qu'ils avaient créé, qui ont créé à nouveau. À chaque fois parce qu'ils trouvent que le parti qu'ils ont créé est devenu trop intégré au système politique, donc ils ont créé un nouveau qui finalement va lui aussi s'intégrer au système politique. Et c'est un mouvement, c'est une dynamique qui a fonctionné depuis 1997 jusqu'aux événements récents en Algérie. Mais donc ces partis sont intégrés, soutiennent le gouvernement, ont soutenu Bouteflika, ont appelé à voter Bouteflika, etc. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur les électeurs islamistes, notamment en Tunisie, au Maroc, un peu en Égypte aussi, en Turquie aussi, donc en Algérie, au Maroc, en Égypte, en Tunisie, au Maroc. Il y a eu des travaux qui ont été faits notamment dans le cadre du séminaire ProSelec, du projet ProSelec qui existait avant Tariqa. Donc Gilles Vanham a écrit là-dessus, avec Alia Ghana d'ailleurs justement, qui pourra peut-être nous apporter des précisions puisqu'elle est là. Mais les partis islamistes en Tunisie, en Égypte, ont surtout une base militante qui est issue des classes moyennes, diplômées, et qui mobilise un électorat plus exclu, un électorat plus marginal, donc les populations pauvres des grandes villes, les populations rurales des territoires en déshérence. Et notamment, bon, ça avait été montré aussi par Marie Van Hetzel, à travers la charité, les organisations de charité proches des islamistes vont aider ces populations en éduquant, en soignant à bas prix, avec l'idée qu'en échange, les populations qui ont profité de cette charité vont voter pour eux. Donc c'est une espèce de... Marie Van Hetzel avait parlé d'économie du don et du contre-don pour expliquer le vote islamiste, en tout cas en Égypte. Ça marche, je crois, aussi en Tunisie dans une moindre mesure. Il me semble qu'au Maroc, c'était l'inverse. L'électorat islamiste était au contraire plus urbain, plus classe moyenne qu'en Égypte, en Tunisie, si je ne dis pas de bêtises. En Turquie, justement, l'AKP a aussi réussi à parvenir au pouvoir en développant au-delà de l'électorat islamiste traditionnel, et alors notamment à travers les chefs d'entreprise. Ça a été analysé, cette victoire de l'AKP, l'arrivée de l'AKP au pouvoir, comme en fait
l'AKP a réussi à attirer les notables, et notamment les chefs d'entreprise dans les petites villes de province, qui ont apporté leur clientèle électorale en fait, à l'AKP et qui ont donc permis d'élargir la base électorale islamiste. Oui, alors j'imagine que ça dépend aussi de la définition qu'on donne à conservatisme, parce qu'effectivement, il y a quand même, comme on l'a montré dans les noms des partis, donc toutes ces questions de réforme, de développement, etc., mais qui sont jamais, d'un point de vue économique et social, qui sont jamais non plus socialistes. Il ne s'agit jamais de modèles de développement, ou alors rarement, c'est très minoritaire dans les mouvements islamistes, on va rarement défendre des modèles de développement socialiste, on va plutôt encourager la liberté d'entreprendre. Donc on est dans une démarche d'adaptation finalement à l'économie libérale, à la mondialisation. Donc en ce sens-là, on peut considérer qu'ils sont conservateurs sur le plan économique et social. Ensuite, sur la question sociétale, évidemment, la religion est conservatrice, j'allais dire presque par définition. Donc il y a toutes les questions du code de la famille, toutes les questions relatives au divorce, aux droits des femmes, relatives aux droits des minorités sexuelles. Sur toutes ces questions-là, les partis islamistes ont évidemment des positions conservatrices. Oui. Même si, permettez-moi de faire cet ajout, même si quand même dans l'article, vous écrivez très bien que le retour en fait à un lexique tiré de la religion, il n'est pas directement significatif d'un retour à la tradition. Non. Donc c'est justement là-dessus peut-être qu'il y a une différence à faire, c'est-à-dire il y a quand même une volonté de renouvellement et d'engager en quelque sorte avec la modernité. Oui, un simple paradoxe entre l'idée de réforme et de conservatisme, simplement. Oui, non, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais disons que, il n'y a jamais de retour en arrière, de toute façon. Donc les mouvements les plus conservateurs que vous trouverez n'importe où dans n'importe quel pays n'a jamais comme objectif de revenir un siècle ou 2 siècles en arrière. C'est simplement pas possible. L'idée, c'est, et là dans le cas des réformateurs islamistes, c'est vraiment clairement exprimé depuis la Narda, c'est de s'adapter à la modernité tout en conservant les valeurs culturelles qui elles sont héritées d'une tradition pluriséculaire. Ouais. Le salafisme s'est de toute façon depuis longtemps développé très, très au-delà des pays du Golfe. Donc on n'est plus du tout... Enfin, le malikisme, c'est seulement une doctrine juridique, donc qui concerne seulement les gens qui ont une formation religieuse. Le salafisme touche des populations beaucoup plus larges. En réalité, c'est un mode de vie qui s'est développé... en réaction justement à la modernité et au délitement du mode de vie traditionnel. Donc l'idée qu'il y a toujours derrière ces orthopraxies religieuses, c'est comment continuer à exister en tant que communauté, c'est en se définissant dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, selon des critères religieux par opposition au reste de la société. Donc ça, c'est des choses qui peuvent apparaître, c'est des phénomènes qui peuvent apparaître partout à partir du moment où justement les modes de vie traditionnels sont en voie de disparition. Et encore une fois, c'est pas une idée de conserver les modes de vie traditionnels. Au contraire, les salafistes sont très opposés à l'islam traditionnel, au culte des saints, au soufisme, etc. Ils considèrent que c'est justement toute cette tradition qui a entraîné l'affaiblissement de l'islam. Donc eux, ils prétendent revenir à la source, au texte, en créant finalement un mode de vie qui est basé uniquement sur les textes religieux, donc sur le Coran et sur les hadiths. Mais voilà, ça reste finalement assez éloigné de la formation des imams et donc de ces questions de malikisme, de hanbalisme, etc., qui finalement ne sont pas très présentes dans la vie quotidienne.
Alors oui, effectivement, et ça permettra peut-être aussi en partie de répondre aux questions qu'on a sur les salafistes, parce que je me rends compte qu'on n'a pas vraiment, enfin, j'ai pas vraiment posé la distinction entre les frères musulmans et les salafistes sur ces questions-là. Bon, d'abord, c'est une distinction qui est principalement théorique, hein. Les frères musulmans se réclament de la Nahda, du réformisme du 19e siècle, tandis que les salafistes vont plutôt se réclamer du wahhabisme du 18e siècle et d'un retour finalement au premier siècle, enfin voire aux premières décennies de l'islam. Donc c'est une différence en termes de référence, mais bon, dans la pratique, il y a eu énormément de processus d'hybridation entre les deux écoles. Et on va trouver aussi bien des frères musulmans qui se réclament des salafs, donc les ancêtres. Hein, les salafs, donc ça désigne les compagnons du prophète. Et des salafistes qui vont se réclamer des penseurs de la Nahda, qui vont parler de Mohamed Abdou, qui vont faire référence à Mohamed Abdou ou à Frani. Donc cette distinction est moins claire dans les partis politiques réellement existants, on va dire, que dans la théorie. Deuxième chose, la Nahda telle que les frères musulmans l'envisagent depuis les origines, c'est effectivement leur version de la Nahda en fait. La transmission s'est faite via Rachid Rida, qui était un disciple de l'aile conservatrice, il appartenait à l'aile conservatrice des disciples des penseurs de la Nahda, et qui a lui-même enseigné à Hassan al-Banna, qui a été le fondateur des frères musulmans. Donc on est parti, la Nahda avait vraiment comme projet premier de réformer la religion, alors que les disciples islamistes se réclamant de la Nahda ont plutôt comme projet de réformer la société en fonction de la religion. C'est un objectif qui est plus important pour eux que la réforme de la religion elle-même. Donc en ce sens, disons que oui, ils ont une vision de la Nahda qui est sans doute parcellaire. Et on trouve aussi des penseurs libéraux dans les pays arabes aujourd'hui qui se réclament de la Nahda, qui se réclament de Mohamed Abdou, en ayant une lecture très différente de celle que font les frères musulmans. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question. Écoutez, non, la question est intéressante. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure où ma gorge me le permet. Mais bon, d'abord, je ne suis pas certain que ce soit tellement la laïcité qui soit en cause ici. Alors, à part peut-être dans le cas turc, où vraiment on a, depuis Mustafa Kemal Atatürk, on a parlé d'adaptation de la laïcité en Turquie. Dans les pays arabes d'Afrique du Nord, donc de l'Égypte, Maroc, Tunisie ou Algérie, la loi n'interdit pas seulement les partis à base religieuse, hein, ça va plus loin que ça. Il s'agit d'interdire base religieuse, sociale, régionale, linguistique, sexuelle. Donc l'idée, c'est d'empêcher des partis qui seraient créés qui risqueraient de menacer l'unité nationale. C'est plus une question d'unité nationale et de l'image que s'en sont fait les partis qui ont fait l'indépendance, plutôt qu'une question de laïcité. C'est vraiment une peur que l'unité nationale soit minée par l'activité des partis qui irait renforcer les divisions religieuses ou linguistiques, etc. Il y a aussi l'idée que les ressources religieuses, c'est illégitime de les utiliser dans le cadre des élections. C'est-à-dire d'aller appeler à voter pour tel ou tel parti dans les mosquées ou dans les églises, c'est considéré comme illégitime. D'ailleurs, c'est interdit dans certains pays, notamment en Tunisie, maintenant, c'est interdit. En Égypte, il y a des partis qui ne sont pas du tout islamistes, qui ont eux aussi utilisé les mosquées et les églises pour faire campagne. Alors, ce qui a tromperie sur la marchandise, peut-être en partie, mais en même temps, il ne faut pas oublier que le marché électoral n'est pas non plus dans un état de constitution très avancé. Ça reste encore très théorique, le marché électoral. On n'a pas tellement ou très peu d'électeurs individuels qui vont aller voter pour un parti en se disant « Ah tiens, ce parti, ce logo, ce nom, ce programme m'intéresse, je vais aller voter pour lui ». Ça commence à exister, notamment avec la classe moyenne diplômée. Mais on a encore une énorme part de l'électorat qui va voter collectivement, en fait. C'est un vote collectif. Les gens partent en groupe, donc soit groupes locaux, soit emmenés par leur employeur, etc. Donc souvent, ils savent pour qui ils votent. Alors après, est-ce qu'il y a tromperie sur la marchandise ou pas, j'en sais rien, peut-être.
Je sais qu'en tout cas, ça avait été utilisé dans le débat politique en Égypte, notamment contre le Parti Nour. Et notamment les frères musulmans qui, en 2011-2012, accusaient les salafistes du Parti Nour de tromper les électeurs chrétiens en se présentant, en prétendant, je ne sais pas si c'est vrai parce que ça paraît extraordinaire, mais que Nour faisait référence à Nour, la mère de la lumière, donc la Vierge Marie. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tombés dans le panneau, je ne crois pas. Mais en tout cas, oui, votre question est intéressante, mais en même temps, on peut trouver ça dans beaucoup de pays. C'est vrai que les partis démocrates chrétiens en Italie, en Allemagne, se présentent comme démocrates chrétiens. Mais je pense qu'on peut trouver des partis. Il y a des partis conservateurs qui s'appellent des partis libéraux pour des raisons historiques. Enfin, il y a beaucoup de partis qui finalement ont des noms qui correspondent plus tellement à ce qu'ils sont, ou qui n'ont jamais vraiment beaucoup de noms de partis qui sont très génériques aussi, qui vont être démocrates ou républicains dans les noms. Ce qui fait que finalement, ça fait partie du jeu politique normal, finalement. C'est pour ça que je disais que la question peut-être une porte ouverte. En tout cas, oui, non. Non, mais c'est... On peut dire un parti libéral français, c'est quoi? Oui. Oui, d'ailleurs, bon, il n'y a pas de parti... Oui, c'est une façon de voir les choses, mais non, en tout cas, la question est intéressante. Je pense qu'il faut en tout cas relativiser aussi cette idée de tromperie sur la marchandise, vu l'état de constitution du marché politique dans ces pays-là. Merci beaucoup Clément pour cette intervention et pour cette analyse. Et merci encore à vous d'être venu.